messieurs, bonjour. Bienvenue au CUM. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Michel Fitoussi qui vient présenter son livre « La nuit de Bombay » aux éditions Fayard, que vous pourrez vous procurer à la fin de cette rencontre pour une séance de dédicace. C'est un livre tout à fait passionnant qui parle de destins qui se croisent, qui n'auraient jamais dû se croiser. Donc quelle est la place du destin, quelle est la place de l'histoire dans tout ça, puisque c'est les destins de la fondatrice de Tam Tam qui va se croiser avec les terribles attentats de Bombay qui ont endeuillé l'Inde en 2008. Alors on va parler évidemment du fil conducteur de ce livre, qui est Michel Fitoussi elle-même, puisque c'est une affaire qui l'a touchée de manière très personnelle. C'est aussi une enquête qui se lit comme un roman policier et qui va vraiment couvrir tous les aspects de notre monde d'aujourd'hui, de géopolitique, d'histoire, et encore une fois du destin et de savoir ce que sont nos vies dans le monde d'aujourd'hui. Donc, au nom de Christian Estrosi, député maire de Nice, je souhaite la bienvenue à Michel Fitoussi et à Patrice Zer, qui est là pour l'interviewer. Je vous souhaite une très belle conférence. Merci. 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 Bien, Michel Fitoussi, mesdames, messieurs, bonjour. Voilà un livre qui est à la fois déroutant et terrifiant. Déroutant parce qu'il fait pénétrer dans un monde que peut-être on ne connaît pas très bien, qui est le monde d'une saga de la mode avec l'aventure de Princesse Tam Tam. Déroutant parce que ce monde n'était pas visé par les terroristes et qu'il y a une collision improbable lors de la nuit de Bombay, des attentats de 2008, et que des destins ont été brisés par une action terroriste terrible, puisqu'elle a fait 165 morts. 165 morts. Terrifiant, parce que par rapport à l'actualité qui nous frappe aujourd'hui en France et ailleurs en Europe, on a un peu l'impression que tout était écrit et que ce qui s'est passé à Bombay, c'est ce qui s'est passé chez nous, multiplié par 100. C'est vrai que l'Inde est un grand pays. Alors on va essayer de s'y retrouver dans cette saga de la mode, dans cette nuit du terrorisme, dans cette actualité qui est oppressante. Et notre fil conducteur, comme l'a dit très bien Karine, c'est Michel Fitoussi, grand reporter, journaliste à elle, et qui suit aussi bien le monde de la mode que l'actualité, et qui avait des liens très personnels et très particuliers avec les héroïnes de ce livre, dont celle, malheureusement, avec son mari, qui a été victime de cette nuit de Bombay. Ce livre commence en Inde, on va commencer par là, avec un nom évocateur, Pondichéry, qui nous rappelle que la France et l'Inde, même si c'est si loin l'Inde, on a quand même des liens historiques et culturels intimes. C'est vrai. Bonjour d'abord, merci de m'avoir invité ici. C'est magnifique, je découvre le CUM, donc c'est vraiment une toute petite parenthèse avant de répondre à Patrice sur le livre. Donc je suis enchantée d'être là et merci d'être là malgré le beau temps et qui est très agréable quand on arrive de Paris, et puis le carnaval qui a dû prendre pas mal de gens aussi. Alors, pour vous répondre, oui, bien sûr, Pondichéry. Moi, l'Inde, c'était un vieux rêve. J'étais déjà allée une fois à Goa, mais j'ai toujours fantasmé sur l'Inde. J'ai toujours aimé la littérature indienne. Et quand j'ai rencontré Lumia Hiriji par hasard, mais on va y revenir, et qu'elle m'a dit « Viens donc me voir à Bombay », je m'y suis installée pour 1 an avec mon mari et mes enfants. Je me suis dit que l'occasion était trop belle de découvrir l'Inde par quelqu'un qui avait des racines indiennes et qui connaissait Bombay. Et j'ai dit OK. Et comme j'avais envie de découvrir Pondichéry, je suis partie d'abord à Pondichéry avec une amie hôtesse de l'air qui m'a dit on va inaugurer avec Air France Madras, enfin la ligne de Paris-Madras. Et donc voilà, me voilà à Pondichéry en partance pour Bombay. C'est le soir, je cherche à joindre Lumia. Il y a une tempête à Pondichéry, malheureusement. Je ne vois pas ce qui se passe à Pondichéry parce que la tempête est telle, il y a de l'eau j'ai de l'eau jusqu'aux genoux. Je ne visite pas cette ville, ce quartier français magnifique, mais je cherche à joindre Lumia en lui disant j'arrive demain à Bombay. Et je lui raconte Pondichéry, la tempête, l'arbre qui a failli me tomber sur la tête. Et elle me répond en rigolant, et je vous parlerai de Lumia, bien sûr, qui était une femme très charismatique, très drôle, très enthousiasmante, une personnalité un peu hors du commun. Elle me répond en riant, et elle avait un rire magnifique. Tu vas voir, l'Inde est un pays imprévisible. Et 2 heures plus tard, elle et son mari Mourad sont abattus à l'hôtel Oberoi par 2 terroristes islamistes pakistanais
qui sont venus avec 8 autres de leurs complices à Bombay ce soir même pour semer la mort dans cette ville, dans différents endroits de la ville, selon un scénario qui, effectivement, vous l'avez rappelé, Patrice, ressemble étrangement au scénario que nous avons vécu à Paris, où en quelques points de la ville, des attentats... En plus élaboré. En plus élaboré, évidemment. En plus élaboré. Alors, on va revenir sur les personnages de Lumia. Alors, il y a une chose, c'est que c'est une Indienne. Elle est issue d'un milieu très pauvre et qu'on connaît un peu l'Afrique. On sait qu'il y a 2 catégories de gens qui réussissent. L'Inde est très présente en Afrique actuellement et rivale de la Chine et réussit même presque mieux que les Chinois, qui eux sont un peu xénophobes, contrairement aux Indiens qui sont plus ouverts. Et c'est vrai que dans l'ancienne Afrique coloniale ou post-coloniale, les commerces sont tenus par des Indiens ou par des Libanais. Et les Indiens pauvres cherchent fortune en allant en Inde. Et en ce qui concerne la famille des créatrices de la marque Tam Tam, c'est Madagascar. Absolument, c'est-à-dire que les Indiens, la famille de Lumia Iridji vient du Gujarat. Le Gujarat, c'est un État indien peuplé de nomades, de commerçants, de marins. Ses ancêtres, arrière-grands-pères sont pauvres. Les Gujaratis sont des voyageurs, donc ils essaiment comme beaucoup d'Indiens à travers tout l'océan Indien, au fond tous les rivages de l'océan Indien. Certains suivent les traces de Gandhi, qui est un Gujarati et qui va en Afrique du Sud, de la Tanzanie, Zanzibar, Oman. Et puis Madagascar, la dernière destination, la plus lointaine. Et la famille de Lumia, ses arrière-grands-parents, arrivent à Madagascar au moment de la colonisation française. D'où des gens qui sont pauvres, chassés par la famine, qui arrivent à Madagascar. 3 générations plus tard, ce sont des commerçants qui ont très bien réussi, qui ont fait fortune, qui se sont ruinés, qui ont refait fortune. Et puis les filles, les 3 filles de Monsieur Iridji qui naissent à Madagascar, dans cette famille indienne, pétrie de tradition, où même si on a réussi, on garde quand même l'esprit du clan, un esprit avec des valeurs de solidarité, d'entraide, et puis aussi d'effort et de courage et de travail. Et malgré tout, on encourage l'initiative des filles, parce que la famille est derrière ces 2 jeunes filles. C'est ça. En réalité, en général, il y a toujours chez les Indiens, et en Inde et en Afrique, et là où ils ont essaimé, des comptoirs, des commerces, des réseaux commerçants, Iridji et fils, Amarsi et fils, ou frères. Là, ce sont des filles, le père a 3 filles. Elles partent en France pour faire leurs études, et puis le père dit aux 2 aînés, bon, maintenant c'est bien joli les études, mais on est des commerçants, donc il faut que vous réussissiez dans le commerce. Et c'est comme ça qu'elles ouvrent un petit magasin de gadgets. On est dans les années 80, rue Bréa, et l'une a fait vaguement des études de psychologie, l'autre d'histoire. Et elle se met à vendre, entre autres gadgets, des caleçons. Ces fameux caleçons qu'on a beaucoup vus dans les années 80, avec des petits cœurs, avec des petits éléphants, que ça s'appelait Coup de cœur ou Arthur. Et elles se rendent compte que les jeunes femmes, les jeunes filles qui viennent les achètent non pas pour leurs frères, leurs fiancés, leur père, leur mari, mais pour elles, parce qu'elles les portent en dessous. De là naît l'idée de créer une lingerie féminine aussi gai et aussi ludique que ces caleçons de garçons. Ça n'existait pas, le marché est entièrement neuf, mais elles aussi, elles sont complètement naïves et totalement incompétentes, et elles vont apprendre sur le tas. Oui, alors ça commence quand même comme ça finira par un cauchemar terrible sur lequel on va revenir, mais ça commence quand même comme une belle histoire, comme un conte de fées. La France, c'est un peu les États-Unis presque pour ces jeunes filles où on peut réussir, où tout est possible. La France des années 80, enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient nés à l'époque, j'imagine. Un certain nombre. Voilà, moi je sais qu'à l'époque, c'était frappant d'ailleurs. J'avais écrit en 87 un livre qui s'appelait Le ras-le-bol des superwomen, et qui racontait le début de ces femmes entreprenantes qui travaillaient, qui voulaient tout réussir. Et au fond, ces 2 sœurs Iridji, ces petites indiennes de Madagascar, elles étaient dans cette mouvance d'entrepreneuriat féminin, où tout était possible, où des jeunes femmes qui connaissaient rien à la lingerie ni à la mode décident de faire des sous-vêtements féminins assez ludiques, très pudiques, car elles sont issues d'un milieu aussi musulman, patriarcal, et pourtant c'est leur père qui leur met le pied à l'étrier. La main, si j'ose dire, puisqu'elles font ces caleçons, et ces sous-vêtements. Elles sont musulmanes. Elles sont musulmanes. Oui.
et qui leur dit, voilà, je vous donne de l'argent, je vous passe de l'argent pour que vous montiez cette entreprise de lingerie puisque vous y croyez. Et lui, il y croit. C'est des filles, mais elles vont réussir, elles ont l'obligation de réussite. Et ça marche, alors que la lingerie à l'époque c'est un milieu extrêmement, si j'ose dire, corseté. On n'y entre pas comme ça, il faut montrer patte blanche, il y a des règles très strictes. C'est une vieille tradition française. Et dans les années 80, la lingerie féminine, vous vous en souvenez quand Princesse Tam Tam et toutes ces petites marques sont arrivées, c'était soit très sexy, soit au contraire très sage. Et ces filles-là apportent un vent de fraîcheur et de liberté et d'espièglerie tout en étant très pudiques. Alors, vous qui connaissez bien le monde de la mode, puisque vous êtes travaillé dans elle, qu'est-ce qui explique ce succès? Est-ce que vous avez été surpris? Vous êtes surpris, connaissant la mode, par le succès de la marque Princesse Tam Tam? Elles séduisent finalement, elles sont nouvelles dans le métier, donc il y a une espèce d'ingénuité, de fraîcheur. Le mot d'abord Princesse Tam Tam qui est tiré d'un film où jouait Joséphine Baker, qui raconte l'histoire d'une petite Tunisienne qui arrive en France et qui séduit la France en dansant. Ce mélange d'indianité, des couleurs de Madagascar dont leurs sous-vêtements vont s'inspirer, le vent de fraîcheur, quelque chose d'inédit. Elles deviennent très vite... Elles ont quel âge là? Elles ont, Chama l'aînée à 27 ans, 28 ans et Lumia à 23 ans. Ces deux sœurs, il faut dire un mot de la relation particulière. De leur relation, oui. Elles sont très proches, elles s'aiment beaucoup. Chama s'occupe beaucoup de sa sœur. Il y a vraiment une relation très fusionnelle entre ces deux sœurs. C'est aussi un des aspects de l'histoire qui m'a séduit. Il y a beaucoup de choses, effectivement, que vous l'avez rappelé dans cette histoire, mais en tout cas, cette histoire de sœurs est très intéressante. Donc, elles montent ça ensemble. Mourad, le mari de Lumia, vient les rejoindre. Et à trois, ils séduisent au fond les médias, les rédactrices de mode. Et on sait qu'à Paris, sans médias, sans rédactrices de mode qui prennent un modèle et qui le photographient, ça ne marche pas. Et puis les acheteurs arrivent au premier salon qu'elles vont faire, le salon de la lingerie. Et puis même si on les regarde un peu de travers et même si les gens qui ont l'habitude tordent un peu le nez, les professionnels tordent un peu le nez devant ces deux filles basanées qui connaissent rien à la lingerie, ça marche. Ça marche parce qu'au fond, on va dire aux innocentes les mains pleines, et puis elles ont cette espèce de foi, d'enthousiasme, d'énergie. Elles commencent dans un studio, il y a une machine à coudre, il y a une copine qui est styliste qui vient les rejoindre, puis une mécanicienne, puis elles apprennent tout du métier, puis ça marche pas parce qu'elles savent pas compter, donc Mourad les rejoint, le père leur reprête de l'argent. Enfin, tout ça, c'est un joyeux. Le père, il prend des risques financiers. À un moment, il hésite un peu. Il hésite, mais il se dit bon, finalement, voilà, je vais aider mes filles. Et Mourad, alors le mari, il vient de quel milieu, lui? Alors le mari, c'est pareil, c'est un Indien de Madagascar dont la famille, de la même façon, a émigré à Madagascar au 19e siècle. Et c'est le même milieu parce que dans ces milieux, et en Inde, on se marie dans les mêmes milieux, avec les mêmes codes, etc. Voilà. C'est plus des castes parce que ce sont des musulmans. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que il est possible que cette famille-là, comme d'autres, ait été hindoue au départ et se soit convertie à l'islam tout simplement parce que certains hindous, certaines castes hindoues n'avaient pas le droit de naviguer en boutre, puisqu'ils sont descendus du Gujarat en boutre, et donc ils se seraient convertis. On ne sait pas très bien, c'est pas très clair, il n'y a pas d'archives, j'ai beaucoup bossé là-dessus, et au fond, peu importe. Ce qui est très intéressant quand même, c'est que même s'ils sont musulmans, il y a quand même le système des castes qui perdure, et au fond, on ne sait pas très bien qui est quoi et comment, et quel est le mélange des religions. Alors vous avez parlé de la sœur, qui elle n'était pas... en Inde lors de l'attentat, qui donc a survécu et qui s'occupe des enfants. Des enfants maintenant, oui. Il y a quand même entre ses sœurs un dévouement qui est assez émouvant. Il y a une vraie solidarité, il y a une vraie continuité, il y a un vrai... oui, c'est une famille traditionnelle avec des valeurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, en allant à Madagascar, un peu sur les traces de Lumia, j'ai un peu retrouvé... au fond, dans cette Madagascar post-coloniale, ce que j'ai vécu puisque je suis née en Tunisie, j'ai ce sentiment très bizarre à la fois c'est un monde qui m'est totalement étranger, mais en même temps de grande familiarité. Et au fond, c'est l'universalité des familles et des clans. J'ai une amie qui est sicilienne et qui a lu ce livre, et la première partie l'a frappée parce qu'elle m'a dit « Tu racontes ma famille ». C'est une histoire de clan, d'entraide, de famille qu'on retrouve au fond partout.
Ce qui prouve quand même qu'on est tous similaires et qu'il n'y a, voilà, qu'il n'y a pas de grandes différences dans les histoires de famille. Alors, en ce qui concerne l'aspect mode de ce livre, la marque Princesse Tam Tam continue malgré tout. On aurait pu penser qu'elle disparaisse. Pendant 20 ans, il y a eu un succès qui est allé crescendo. Ça a moins bien marché, puis ça a été relancé, etc. Et puis dans les années 2005, avec 120 des magasins partout, des franchises, un énorme chiffre d'affaires, Mourad décide de vendre tout simplement parce qu'il est un commerçant, un entrepreneur. Donc ils vendent très bien, ils ont de quoi être rentiers, ils ont un peu moins de 50 ans. Et pourtant, ils décident de prendre 1 ou 2 années sabbatiques avant de racheter quelque chose. Et naturellement, leur pensée les porte vers l'Inde, qu'ils ne connaissent pas bien, mais dont ils sont issus et qu'ils voudraient montrer à leurs enfants en disant voilà d'où on vient, vous n'êtes pas seulement nés dans le 7e arrondissement, on n'est pas seulement des gens riches, puisqu'ils sont riches et arrivés, mais on voudrait vous montrer ce que c'est que ce pays. Et puis peut-être avec l'idée de repartir en Inde, peut-être de rendre aussi ce qu'ils ont reçu et de créer, c'était l'époque du Shining Bombay, de l'Inde un peu entreprenante où le high-tech, Internet commençait et ils ont envie de se lancer là-bas. Et ils vont avoir des déconvenus parce que pas tout à fait français en France, ils ne sont pas tout à fait indiens en Inde. Et ça, c'est un peu compliqué. Alors, c'est vrai que Bombay, on en parlera un peu plus tard, c'est une ville titanesque, hein, Oui. c'est gigantesque, Bombay. Alors, là, on a vu un peu la partie mode. Pour bien comprendre ce qui va se passer, leur décision, elle est logique finalement, de se rendre en Inde, de retrouver un peu leurs racines, de montrer à leurs enfants d'où vient cette famille et comment elle a fantastiquement réussi. Le conte de fées va tourner au cauchemar parce que le contexte indien est très compliqué. Il faut en dire 2 mots pour bien comprendre d'où vient ce terrorisme. Quand le Raj a terminé, c'est-à-dire l'Empire britannique des Indes, il y a une partition qui a été une sorte de guerre civile terrible entre les hindous et les musulmans allant de 2 côtés créer des pays qui étaient le Pakistan occidental et le Pakistan oriental qui est devenu le Bangladesh. Le Pakistan, c'est le pays des hommes purs, hein, c'est une référence à l'islam. Et l'Inde, un sous-continent avec immensément de religions, hein, des traditions, des religions païennes, entre guillemets, qui ressemblent étrangement aux religions qu'on a connues en Europe avant le monothéisme, est un pays continent à lui tout seul, le pays presque le plus peuplé du monde, qui est en train de rattraper la Chine. Et cette partition n'a pas extirpé le problème musulman de l'Inde, car il reste en Inde une partie de la population qui est musulmane. Et les rapports entre les hindous et les musulmans ont toujours été en dents de scie, avec, je crois, des périodes de grande tolérance et des périodes de grande persécution d'un côté comme de l'autre. Tout à fait. Et il y a aussi, si j'ose dire, en cerise sur le gâteau, la question épineuse du Cachemire. Au moment de la partition de l'Inde, le Cachemire pouvait choisir entre le Pakistan et l'Inde. Le Maharaja a choisi l'Inde et le Pakistan n'a absolument pas supporté que le Cachemire, à majorité musulmane, tombe dans l'escarcelle de l'Inde. Il y a eu une première guerre, il y a eu finalement un partage du Cachemire entre l'Inde et le Pakistan. Et 3 ou 4 guerres qui ont suivi, les 4 guerres, je crois, qui ont suivi cette partition du Cachemire, à l'égal de la partition de l'Inde et du Pakistan, ont été toujours pour la repossession du Cachemire. Et donc ça exacerbe aussi les conflits entre l'Inde et le Pakistan. Un conflit qui n'est pas réglé. Hein, Un conflit qui n'est pas réglé, un conflit qui est extrêmement dangereux, peut-être aussi compliqué, aussi irrégalable que le conflit israélo-palestinien. Et surtout, on sait que l'Inde et le Pakistan ont tous les deux l'arme atomique et que si une guerre éclatait entre l'Inde et le Pakistan, ça serait assez dramatique. Alors, en ce qui concerne l'Inde et le Pakistan, bon, on parle souvent du Pakistan après ce qui s'est passé le 11 septembre, la guerre en Afghanistan, le double jeu, triple jeu, quadruple jeu du Pakistan et des services pakistanais, avec des territoires qui ne sont pas sous contrôle, avec des associations de fanatiques musulmans au Pakistan. Le terrorisme dont on va parler, qui va sévir à Bombay, il est bien issu de cette fourmilière pakistanaise. Il est issu c'est-à-dire que pour simplifier, parce que c'est assez compliqué, je dois avouer que moi qui ai fait l'enquête et qui suis un peu allée retourner aux sources
en lisant des livres, en interrogeant pas mal de gens, notamment à Bombay, des gens, des diplomates, des gens des services secrets ici à Paris, et puis en allant sur place et en lisant beaucoup de choses. Je dois dire que même moi, qui ai vraiment beaucoup travaillé dessus, c'est toujours assez compliqué pour s'y retrouver. En gros, à la fin des années 80, les Moudjahidines qui reviennent d'Afghanistan créent des petits groupuscules terroristes destinés à porter la guérilla au Cachemire pour déstabiliser l'Inde. Parmi ces groupuscules terroristes, il y en a un qui s'appelle le Lashkar-e-Taiba, qui est créé à la fois par Al-Qaïda et par les services secrets pakistanais qui, comme vous l'avez rappelé, jouent double jeu, triple jeu, quadruple jeu avec l'Inde et avec le Pakistan. Et ces groupuscules commencent par mettre des bombes au Cachemire, puis ensuite en Inde. Il y a quelques attentats à Delhi, à Bombay, dus au Lashkar-e-Taiba. Londres 2005, c'est toujours le Lashkar-e-Taiba. Et puis ce groupe qui est interdit, puis qui est plus ou moins hors la loi, a une couverture qui est, comme souvent dans ces groupuscules, une couverture d'organisation charitable, et continue à fomenter des attentats un peu partout, jusqu'au moment où l'idée germe dans les cerveaux et d'Al-Qaïda et des services secrets pakistanais et de certains membres cerveaux du Lashkar-e-Taiba, pour différentes raisons: unifier le groupe, éventuellement déclencher une guerre entre l'Inde et le Pakistan, de fomenter un énorme attentat à Bombay qui va frapper l'opinion publique, l'opinion internationale, puisque vous avez compris maintenant que chaque attentat est au fond un message médiatique que les terroristes envoient au monde en disant: nous sommes les plus forts, nous pouvons taper n'importe qui, n'importe où. Les attentats de Bombay, c'est comme les attentats de New York en 2001, c'est comme les attentats de Paris ou de Londres ou de Madrid, puisqu'il y a eu Madrid. C'est un message qu'on envoie, un message très fort. Au passage, on tue beaucoup de monde. Et là, on attaque Bombay, le joyau indien, et dans Bombay, le joyau indien, on attaque les grands hôtels, l'Oberoi et le Taj Mahal, qui sont des hôtels occidentaux, la gare, 7 millions de visiteurs par jour pour paralyser l'Inde. La gare comme à Londres et à Madrid. Hein. Voilà, la gare comme à Londres et à Madrid, pour paralyser la ville. Le café Léopold, qui est en gros le café à la mode touristique de Bombay. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Bombay, mais c'est un peu le poumon touristique de Bombay. Et puis bien sûr, que vous l'avez vu à Paris, vous l'avez vu à Copenhague, l'Achabad House, le centre juif orthodoxe, où le jeune rabbin de 25 ans et sa jeune femme enceinte, qui viennent de s'installer, qui viennent de Brooklyn et de Tel Aviv, accueillent tous les visiteurs juifs, et pas seulement, tous les vendredis soirs pour le Shabbat, ou tous les jours, et ont une activité d'accueil des gens et tout à fait pacifique. Donc ça, c'est vraiment le scénario qui se profile à Bombay. On terrorise et on montre au monde qu'on est les plus forts. Oui, alors, donc, vous l'avez bien précisé, on attaque des lieux populeux. Oui. La gare, voilà. Des lieux où vont les gens friqués et les touristes, et les hôtels de luxe, et un lieu de culte juif pour bien marquer l'opinion. Surtout que c'est bien dans cette mentalité, parce que le problème juif en Inde, il n'y en a pas. Hein. Non, pas donc du tout. C'est toujours lié au conflit, je pense, israélo-palestinien, avec une phrase qui est terrible dans votre livre, on va revenir sur les terroristes, d'un des terroristes qui dit: mais si vous tuez un juif, ça vaut 150, je dis n'importe quoi, oui. Ça vaut 150 Indiens au niveau médiatique. C'est ça, absolument. Au niveau médiatique. C'est donc médiatiquement, les morts n'ont pas tous le même poids. Et c'est une constatation terrible et qui explique un certain nombre d'attaques ciblées. C'est terrible ce passage. Donc on va revenir un peu sur ces terroristes. Est-ce que c'est tous des gens issus du milieu très pauvre? Non, pas le chef en tout cas. Alors il y a les cerveaux, Lashkar-e-Taiba, donc qui imaginent ces attentats aidés par certains membres des services secrets pakistanais et de l'armée, parce que tout se rejoint dans cette région du Pakistan. On va chercher des gamins dans les villages les plus pauvres du Pendjab, là où mourir en martyr est vraiment l'acte suprême, c'est-à-dire c'est beaucoup plus rigolo que d'être un champion de cricket, enfin rigolo, je pèse mes mots et je les mets entre guillemets, c'est beaucoup plus glorieux, c'est beaucoup plus gratifiant que d'être un champion de cricket ou un acteur de Bollywood. Un môme qui meurt en martyr, la famille est honorée, on donne de l'argent, donc on va chercher des gamins pour les entraîner dans ces camps du Pakistan et du Cachemire pakistanais, en vue
vue de commettre des attentats. Et donc dans ces camps, qui se trouvent à la fois donc au Pakistan, à Lahore et puis dans les montagnes, on entraîne les gamins à toutes les armes, au combat au corps à corps, on leur lit des passages du Coran, on leur dit que mourir en fédayine, c'est être un bon musulman, et surtout on leur montre des vidéos pour attiser la haine entre les hindous et les musulmans en disant regardez ce que les hindous ont fait, comme ils nous ont massacrés, ce qui est vrai d'ailleurs. Il y a eu au Gujarat en particulier des massacres terribles, et en 2002, il y a eu, et en 92, le premier ministre indien, le Modi, qui est un nationaliste hindou, est un pur et dur anti-musulman, donc rien n'est boulard. Aujourd'hui, oui. les hindous au pouvoir sont des hindouistes qu'on qualifierait d'extrémistes. Tout à fait, absolument. Donc rien n'est blanc, rien n'est noir, comme toujours en politique, et c'est toujours très complexe. Mais en tout cas, on va chercher ces gamins. Simplement, les cerveaux sont des gens, sont des professeurs. Les fondateurs de Lashkar-e-Taiba sont des professeurs pakistanais, de Lahore, des intellectuels. Les gens qui réfléchissent à ces attentats sont des gens cultivés, intelligents. Il y a dans le livre un personnage très étrange qui s'appelle David Headley, qui est un américano-pakistanais issu de la grande bourgeoisie et américaine et pakistanaise, qui a été élevé entre les deux cultures, qui devient un agent double, puis un agent trouble et des États-Unis et du Pakistan. On est un peu dans la ligne Ben Laden, là. C'est ça, Il y a des similitudes. C'est très différent de ce qu'on connaît un peu aujourd'hui. Tout à fait. Et en même temps, et vous allez voir le fil conducteur, ce David Headley, qui va être un des cerveaux de l'attentat, qui va être le type qui va aller à Bombay en repérage pendant 1 an pour regarder toutes les cibles qu'il faut atteindre, et le même David Headley qui va être arrêté 1 an plus tard à l'aéroport de Chicago parce que Al-Qaïda l'a missionné pour aller faire un attentat monstrueux au Danemark, à Copenhague, contre le journal qui a publié les caricatures de Mahomet. Vous voyez que tout ça est quand même très lié. On est en 2000. On est en 2009. En 2009, 2008-2009. On a déjà le fil conducteur des caricatures de Mahomet dans une autre partie du monde. Bien sûr, tout à Ça, fait. je pense que c'est quelque chose qui est très révélateur, très intéressant et aussi très inquiétant. Donc tout ça pour dire, je ne voulais pas vous interrompre, mais c'est juste pour faire cette remarque. Donc comment ils ont fait du repérage, parce que ce livre est très bien fait, parce que ce que je reproche souvent à des livres, c'est qu'il n'y a pas de carte. Alors, quand il n'y a pas de carte, on a du mal qu'on ne connaît pas à suivre. Là, il y a des cartes, et quand vous verrez la carte de ce livre, avec la demi-douzaine, même un peu plus, de lieux qui ont été frappés, on est quand même loin de Charlie Hebdo et d'Ali Percacher à Paris. Il y a plusieurs hôtels, la gare, c'était vraiment une opération extraordinairement bien montée. Et ils sont que 10. Ils sont que 10. Et ils mettent la ville à feu et à sang en plaçant des bombes dans les taxis. Ils sont entraînés. Ils sont entraînés pendant 6 mois. On leur donne au dernier moment l'endroit où ils vont aller. On leur explique pourquoi. Ils arrivent en bateau. Ils arraisonnent un petit bateau, un petit chalutier dont ils vont tuer le pilote et le capitaine et les marins. Vraiment, c'est une histoire. Alors là, vraiment, pour le coup, moi, quand je lisais ça et quand j'écrivais, c'est une histoire policière. Ils arrivent au large de Bombay. Ils prennent un dinghy, un petit bateau pneumatique qui gonfle. Ils sont habillés comme des étudiants hindous, des sacs à dos, des pantalons de sport, des capuches. Ils ont l'air tout à fait anodins. Ils ont des passeports d'ailleurs hindous. On peut pas ils sont entraînés à apprendre quelques mots. Ils ont des GPS. Ils ont des téléphones avec lesquels ils vont communiquer avec les cerveaux qui, eux, sont restés à Karachi dans un appartement totalement aménagé avec des télévisions, etc., pour pouvoir communiquer et donner leurs ordres aux terroristes. Et ils débarquent et chacun a sa mission. Ils ne sont que 10, 2, et ils vont semer la terreur et la mort pendant 3 jours avec des bombes, des kalachnikovs, 3 jours, des explosifs. Qui posent dans des taxis. Donc pendant un moment, c'est la panique à Bombay parce que qu'est-ce qui se passe, où on est, c'est un peu comme ça s'est passé à Paris, où ils sont, combien ils sont, etc. En fait, ils sont pas tellement. En fait, heureusement, les bombes à la gare n'explosent pas. Il y a des choses qui vont rater, mais bon, il y a quand même 165 morts, dont mes amis Lumia et Mora dirigés. Ce ne sont pas les seuls, il y en a beaucoup. Mais il y a cette espèce de chaos, et il faudra un petit moment à la police de Bombay et à l'armée pour comprendre de quoi ils retournent. Et cette police de Bombay, qui est armée de pistolets qui datent des Anglais, vous imaginez, et de cannes en jonc, de sticks, de cannes,
va essayer de repousser ces terroristes presque à main nue. Il y a eu des actes héroïques absolument formidables pendant ces 3 nuits de terreur où Bombay ne sait plus comment... ce qui se passe, le Taj Mahal est en feu parce que des terroristes qui sont au Taj Mahal et qui ont pris des otages ont mis le feu au dôme. J'imagine que vous avez vu tous ces images incroyables de ce grand hôtel mythique qui brûle. Et puis la panique qui est aussi alimentée par tous les médias indiens et puis du monde entier qui rappliquent à Bombay et qui sont comment dirais-je, communiquent, finalement donnent aux terroristes, donnent aux cerveaux qui sont à Karachi, explique nous sommes là, il y a des otages là, donne toutes les infos. C'est un peu comme ce qui s'est passé à Paris où on a reproché à BFM TV d'avoir eu Koulibaly en ligne ou d'avoir dit incidemment que les otages étaient dans la chambre froide. Là, c'est multiplié par 10 000, c'est-à-dire que comme ils ne savent pas, comme ils n'ont pas l'habitude, eh ben, toutes les infos sont données en direct aux terroristes de Karachi qui les répercutent aux jeunes gens qui sont en train qui ont pris des otages, qui sont dans les hôtels, qui posent des bombes, etc. Et c'est comme ça que pendant un grand moment, plus personne ne sait rien, que c'est le chaos. Alors, on reviendra là-dessus. Maintenant, j'aimerais vous poser une question sur vos amis qui sont morts dans cette tragédie. Comment ont-ils vécu leurs dernières heures? Est-ce que tout les a conduits comme un destin irréversible vers ce restaurant où leur vie allait s'achever? C'est très curieux parce que dans ces histoires alors, la vie est, comme disait Lumia, quelque chose d'imprévisible. Tout est imprévisible et au fond, c'est un destin. C'est-à-dire que si j'étais arrivée 5 minutes après, 5 minutes avant, si ma fille qui était malade, c'était le cas de la fille de Lumia, m'avait pas dit, j'avais accepté de rester parce qu'elle avait mal à la tête. Si mon copain qui faisait un vernissage ce jour-là n'avait pas tellement insisté, ce qui s'est passé aussi, peut-être qu'il ne serait pas descendu. C'est toujours la même chose avec des si, on peut voilà. Et malheureusement, ils étaient à Bandra, c'est-à-dire à 1h30 de Bombay, dans le quartier un peu chic de Bombay, un peu nouveau bobo. Il faut 1h30 pour descendre à Colaba, qui est au sud de la ville. Il y a des embouteillages, ils arrivent un peu en avance, ils arrivent à l'hôtel, ils savent pas s'ils vont aller dîner à l'hôtel ou pas. C'est un enchaînement de circonstances. Je voulais juste dire quelque chose, c'est que j'aurais jamais écrit ce livre si, voilà, sur Princesse Tam Tam. J'aurais jamais écrit ce livre si Lumia Iridji, que je ne connaissais pas, la créatrice de Princesse Tam Tam, était morte à Bombay. Je n'ai écrit ce livre, et c'était très important pour moi de le dire, c'est que parce que je me suis, d'une certaine façon, parce que j'allais la voir, parce qu'elle m'avait invitée en Inde 15 jours, parce que j'étais mêlée sans le vouloir à cette histoire. Vous parliez de fil conducteur tout à l'heure, c'est vraiment ça. C'est que tout d'un coup, il m'a semblé, quand je suis rentrée à Paris un peu assommée, etc., il m'a semblé nécessaire et important d'écrire ce livre pour raconter d'abord son histoire et puis pour dire qu'on est tous... Enfin, moi, je l'ai senti très profondément à ce moment-là, que nous étions tous, que ce soit en Inde, que ce soit en France, que ce soit au Danemark, que ce soit à Londres, que ce soit à Madrid où je suis allée quand j'étais encore grand reporter à Elle, juste après les attentats. Je veux dire, on est tous menacés par ça, par ce terrorisme islamiste, par cette espèce de nouveau cancer qui est en train de nous frapper. Et ils étaient musulmans, il y avait, des juifs ont été tués, des hindous, des indiens, des chrétiens. Je veux dire, c'est ça, c'est ce qui se passe. Et moi, en écrivant ce livre, ça m'a profondément marqué et frappé. Je me suis dit, c'est vraiment ça que j'avais envie de raconter aussi. Oui, avec une question qu'on se pose quand on lit votre livre, ce qui est mon cas, et on va bien sûr sur Internet pour se rafraîchir les mémoires, et on se dit comment avons pu si vite oublier ça? Parce que cet attentat de Bombay, je suis sûr que si on demande comme ça au hasard, plus personne ne s'en rappelle, ou presque pas. Parce que ça se passe en Inde, parce que ça se passe à Bombay, parce que ça ne nous concerne pas, parce que je viens de vous dire que si je n'y étais pas intimement mêlée, je m'y serais jamais probablement intéressée. Parce que c'est loin, parce que vous avez rappelé qu'il y a des morts qui valent plus que d'autres, mais quand ça se passe loin... Médiatiquement, je pense. Médiatiquement. Non, médiatiquement. L'impact médiatique, ils savent se servir de l'impact médiatique. Vous savez, il y a des morts, pendant que Paris était à feu et à sang, il y avait 2000 morts au Nigeria à cause de Boko Haram, et puis il y a des bombes tous les jours qui explosent en Syrie, en Irak, au Pakistan, en Afghanistan, et puis c'est toujours les mêmes terroristes, mais on ne fait pas attention parce qu'on lit ça et puis ça ne nous touche pas. C'est quand ça nous touche personnellement qu'on se dit « Ah, c'est vrai, ça existe et on ne peut pas oublier ». Voilà. Moi, je n'ai pas voulu oublier parce que c'était des amis,
Et j'ai pas voulu oublier parce que j'ai compris intuitivement que c'était en train de faire partie de notre vie. Oui, et puis c'est saisissant cette rencontre entre un monde qui est d'une frivole liberté, disons pour simplifier, qui est rattrapé de plein fouet sans qu'il soit visé pour autant par un obscurantisme qui devient mondial. C'est quand même saisissant. Ce qui est très intéressant dans cette espèce de rencontre improbable, c'est qu'au fond, Lumia, qui était une femme drôle, intelligente, qui avait énormément d'amis, qui croquait la vie à pleines dents, qui faisait 1000 choses à la fois, qui avait 1000 idées à la seconde, 3 enfants, ce boulot, cette envie de vivre, qui s'était lancée dans la politique, qui voyageait tout le temps, qui était curieuse du monde, de la vie, des gens, généreuse. Moi, quand j'ai interrogé les gens de Princesse Tam Tam, j'ai entendu parler d'une entreprise exemplaire, et c'était pas seulement parce que le souvenir la rendait exemplaire, mais parce que c'était des gens qui avaient une aventure humaine avec leur patron pendant une vingtaine d'années. Ces gens-là, cette femme en plus qui était libre, qui avait inventé une espèce de frivolité à la française, les soutiens-gorge, tout le symbole au fond des femmes libres, des femmes qui ne sont pas voilées, des femmes qui font ce qu'elles veulent, des femmes. Ce symbole-là rencontre ces terroristes qui, eux, elle est exactement tout ce qu'ils détestent au monde, tout ce qu'ils veulent tuer, tout ce qu'ils veulent bannir de l'humanité. Et moi, j'avais envie d'écrire ce livre aussi pour dire, mais ils vont pas gagner. C'est pas parce qu'ils l'ont tuée elle qu'ils vont gagner. Je n'avais pas envie de ça. Ça m'a fait vraiment. Ça m'a profondément perturbée. Tout ça est très honnêtement, c'est très réussi, hein, c'est très parlant. Est-ce que Chama, la sœur, elle a lu votre livre déjà? Oui, bien sûr. Alors. En fait, quand j'ai eu envie d'écrire ce livre, il s'est passé 2 ans. Et puis l'idée de Lumia m'obsédait, je n'arrivais pas à m'en détacher. Puis je me suis dit, bon, je suis écrivain, il faut que j'écrive ce livre. Vous savez, les livres, quand on les écrit, on ne sait pas comment ils arrivent à vous, mais ils arrivent à vous et un jour vous vous dites, il y a ça que je dois écrire et c'est pas autrement, et c'est pas autre chose. Donc j'avais vu Chama à l'enterrement de Lumia et Mourad, j'avais rencontré les enfants, j'avais quelques liens avec elle, mais pas beaucoup. Comme ça, on s'envoyait des textos de temps en temps. Et puis je suis allée la voir et je lui ai dit, écoute Chama, je voudrais écrire ce livre. Et j'avoue qu'au départ, elle était, à mon avis, sûrement un peu sceptique. Elle ne savait pas trop qui j'étais, ce que je voulais écrire, comment je voulais l'écrire. Mais elle a été très juste. Elle m'a dit, d'accord, je vais t'aider. Donc elle m'a ouvert les portes, elle m'a fait rencontrer sa famille. Quand je suis allée à Madagascar, j'étais dans sa famille, chez sa cousine, qui m'a vraiment accueillie à bras ouverts. J'ai rencontré tous les gens que je pouvais rencontrer. Bon, il y a des gens qui n'ont pas voulu me parler, mais je comprends parce que c'était un drame qui était encore très présent et je n'ai pas voulu insister. J'avais en ligne de mire de ne pas être voyeuse, de ne pas raconter des choses qui auraient pu heurter la famille et surtout les enfants que je connaissais, que j'ai vu grandir, avec qui j'ai des relations assez proches, qui ont absolument tenu à me parler une fois que j'ai terminé le livre. À ce moment-là, Naïm avait 17 ans et Iliana 15 ans, et donc ils ont voulu témoigner pour leurs parents et pour me raconter qui étaient leurs parents. Donc j'avais ça en tête, voilà. Je voulais raconter l'histoire de leurs parents et je voulais raconter l'histoire du monde dans lequel nous vivons et qui est un monde au fond de grands bouleversements. Votre livre est sorti en juillet 2014, en septembre 2014, et en janvier 2015, il s'est passé ce qui s'est passé à Paris. Pour vous, ça a dû être quand même... ça y est, c'est chez nous, quoi. C'était assez sidérant. Je vivais ça et je disais, bon, ça c'est... En plus, j'ai vécu ça comme... Bon, je disais, ça c'est Al-Qaïda, ça c'est la situation. Comme si j'étais vraiment un spécialiste, alors que honnêtement, je ne le suis pas. Je me suis intéressée, je ne suis pas une journaliste d'investigation, je me suis vraiment intéressée au sujet profondément parce que je suis plutôt obsessionnelle, donc il fallait que je sache tout. J'étais assez bouleversée, assez scotchée, et puis j'ai réussi finalement à appeler Chama quelques jours plus tard, et elle m'a dit... je suis anéantie, scotchée, les enfants vont pas très bien, ça recommence, c'est la même histoire, et voilà. Bon, et après, effectivement, on est terrorisé, on est traumatisé, et heureusement, on a une faculté d'oubli aussi. Alors, on parle bien sûr, pour tous ces mouvements, il faut le dire, ne sont pas liés entre eux, mais il y a ce qu'on appelle un arc de crise qui va du Maroc à la Mauritanie et qui termine en Inde et qui même se prolonge en Indonésie, qui est le pays musulman le plus peuplé du monde, l'Indonésie. Et récemment, donc, Al-Qaïda, qui est un peu à la traîne vis-à-vis de l'État islamique, a communiqué sur la création en Inde d'un émirat, oui, dont le problème est toujours là. Hein.
Le problème est toujours là. Pour l'instant, c'est vrai que Al-Qaïda a un peu passé la main. Mais il n'est pas impossible qu'il y ait une nouvelle jonction un jour entre l'État islamique et Al-Qaïda. Lashkar et Taïba, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, et la couverture qu'il a, est un des groupes terroristes les plus dangereux du monde. J'ai lu récemment, parce que je continue à m'intéresser, un livre d'un journaliste pakistanais sur le sujet. Il fait de l'entrisme au Pakistan, donc il est en train de pénétrer dans les couches les plus importantes de la société pakistanaise, la justice, la police, etc. Les services secrets et l'armée, c'était déjà fait. Voilà, il suffit de deux jonctions et voilà. Bon, je ne veux pas être exagérément pessimiste, hein, parce que voilà, on est encore dans un monde où on a la chance de vivre dans le monde dans lequel on vit, mais c'est vrai que c'est assez préoccupant. Alors c'est préoccupant, et puis ça pose la question de l'autocensure. L'autocensure qui n'est pas uniquement sur les caricatures, hein. On a l'impression que, sans qu'ils aient gagné, puisqu'on n'arrête pas de répéter tous les jours, on n'a pas peur, on va continuer à vivre comme avant, que quand même certains milieux, peut-être la mode, peut-être le théâtre, peut-être des artistes, prennent malgré tout des précautions qu'ils ne prenaient pas avant. Vous voulez dire dans la frivolité, dans l'apparence, dans... J'espère que non. Oui. J'espère que non. Je viens de terminer le livre de Michel Houellebecq, que je vous recommande, qui est absolument remarquable. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais... Soumission. Voilà. J'aimerais bien que non. J'espère que non. Bien. En ce qui concerne donc cette famille, comment elle se présente aujourd'hui? Comment est-ce qu'ils vivent avec cet événement? Ils sont très unis, vous l'avez dit déjà, ils entourent les enfants. C'est compliqué, vous savez, quand dans les histoires comme ça de deuil violent, soit on se rapproche, soit on explose. C'est un peu les deux à la fois. Oui. Mais c'est un clan avec des valeurs, avec une tradition, et ils sont quand même tous là. Les enfants vont bien, les enfants vont même très bien. C'est même assez inouï la résilience de ces enfants. Leur tante est absolument remarquable puisqu'elle s'en occupe. Il y a des cousins autour d'eux, il y a des gens formidables, d'une grande intelligence et d'une grande sensibilité. C'est vraiment des gens formidables que j'ai rencontrés, à l'image de Lumia et Mourad. Je voulais aussi dire que je ne connaissais pas bien Lumia. Je venais de la rencontrer. C'était quelqu'un que j'avais interviewé quand j'étais à elle, parce que je faisais à l'époque un papier sur Rachida Dati, dont on m'avait dit qu'elle était une amie proche. On avait sympathisé, elle m'avait invité en Inde. Sur un coup de tête, j'avais dit oui. Je ne sais pas non plus si j'aurais pu écrire ce livre si on avait vraiment été très amis. Vous n'étiez pas une intime. Voilà. Oui, et du coup, cette distance que j'avais avec elle m'a permis de la découvrir et au fond d'aller à la recherche de quelqu'un que j'aurais pu connaître, que j'aurais pu aimer, avec qui j'aurais pu être vraiment une amie, qui aurait pu être vraiment une amie. Donc c'est aussi le livre, d'une certaine façon, une recherche aussi de cette amitié-là, qui n'a pas existé. Est-ce que vous avez l'impression que les services indiens ont pris depuis des mesures? Parce que dans votre livre, il y a des choses c'est un roman policier, hein. On suit tout ça heure après heure, comment ça se passe, comment les terroristes progressent, comment les services se prennent les pieds, se tirent dans les pattes comme partout dans le monde les uns comme les autres. Est-ce que depuis ça, à votre avis, ils ont pris la mesure du danger? J'ai rencontré à Bombay le chef de la brigade antiterroriste, Rakesh Maria, qui est un personnage à lui tout seul, qui ressemble à un grand acteur bollywoodien. D'ailleurs, son père est un producteur de Bollywood, et lui a été tellement une vedette à Bombay, puisqu'il s'est illustré depuis les années 90 dans la lutte et la capture des terroristes. C'est un grand type, pas mal, beau gosse même, qui m'a offert le thé avec une courtoisie, une élégance digne des grandes heures de l'Empire anglo-indien. Il m'a assuré que c'est lui qui a été aussi le premier à interroger le seul survivant des attentats, puisqu'il y en a eu un, qui a eu un procès d'ailleurs. Il a été pendu en Inde en 2012. Et tous les autres ont été tués dans l'action. Voilà. Tous les autres ont été tués. Il y a eu un survivant, et c'était très intéressant parce que moi j'ai lu les minutes du procès. C'était passionnant de voir, effectivement, il raconte très bien, lui, ce gamin complètement inculte et un peu simplé, comment il a été chopé par les terroristes, et comment il s'est laissé faire au fond, et comment finalement il est devenu du petit gosse simplé du village, il est devenu un peu le héros quand il est revenu, en se targuant de s'entraîner dans les camps pakistanais. Mais
Donc je parlais de Rakesh Maria et lui me disait, nous avons pris la mesure du terrorisme, nous travaillons avec les États, nous avons, si jamais ça se reproduisait à Bombay, nous avons maintenant des déclencheurs d'alarme, des Air Force One qui va arriver, etc. Bon, c'est vrai, sauf que qu'est-ce que peuvent faire 3 flics armés ou un déclencheur d'alarme contre un type qui arrive avec une calache et qui tire comme ça, quoi. Donc, bon, oui et non, oui et non. Il faut dire aussi que la plupart des protagonistes des attentats n'ont pas été attrapés. Les 9 terroristes ont été tués, le 10e aussi. Pas les cerveaux, pas ceux voilà, qui pas étaient les cerveaux. Hedley est en prison à Chicago pour 35 ans. Le chef de Jamoudet Dawas, qui est donc l'organisation charitable qui chapeaute Lashkar-e-Taiba, vit à Lahore dans son immense madrasa retranché. Il donne des interviews. Sa tête est mise à prix par les États-Unis à 10 millions de dollars, mais il continue à nier, à dire que c'est pas lui, et il vit totalement tranquillement. Et les autres se sont évaporés dans la nature. Un de ceux qui ont été attrapés a failli être libéré, qui est en prison au Pakistan, a failli être libéré récemment après le gros attentat qu'il y a eu dans ce lycée de Peshawar, mais qui finalement il a été remis en prison. Voilà, mais de prison, il a un téléphone. Il peut donner des ordres, enfin, il n'y a aucun problème. Et nous, vous pensez qu'on a pris là? Et nous, j'en sais rien. Voilà. Rien. Je ne sais pas. On a probablement compris que la situation était plus complexe que nous l'imaginions et que d'une certaine façon, nous sommes en guerre. Une guerre à bas bruit, une guerre larvée, mais une guerre quand même. Alors nous, on a affaire à une autre organisation, qu'Al-Qaïda, sauf qu'au Yémen, c'est Al-Qaïda aussi. Al-Qaïda, ils ont senti venir le fait qu'ils aient dépassé... c'est sur le plan médiatique qu'on voulait parler pour terminer, que je voulais vous parler. Parce qu'on dit toujours de ces gens-là, ce sont des obscurantistes, mais qui ont Internet. Et c'est tout à fait vrai. Ils se servent parfaitement bien d'Internet. Et la communication d'Al-Qaïda sur ce qui s'est passé à Bombay et sur d'autres actions liées à Al-Qaïda est quand même assez différente de celle que fait le groupe État islamique aujourd'hui avec ces gens exécutés publiquement, etc. C'est pas la même stratégie médiatique. L'État islamique a tiré les leçons de ce que faisait Al-Qaïda. Dans les camps d'entraînement pakistanais, par exemple, on apprend aux recrues à utiliser toutes les ressources d'Internet, des réseaux sociaux, du GPS, à décrypter, à se servir de tout ce que la technologie moderne peut vous apporter en termes de terrorisme. Daesh a pris les leçons. Les premiers à avoir exécuté des otages et à avoir filmé leur exécution, c'est Al-Qaïda avec l'exécution de Daniel Pearl il y a 10 ans. Ils ont continué et maintenant ils en font une stratégie médiatique. Et puis voilà, maintenant il y a les clips, il y a les films, il y a les films sur le web. Plus la technologie progresse et plus l'horreur technologique, si j'ose dire, progresse aussi. Voilà. On a tous été absolument horrifiés par le film du pilote jordanien brûlé vif dans une cage. Il y a une espèce de course à la médiatisation de la terreur. Les Coptes égyptiens de Libye qui ont n'ont pas été décapités, qui ont été égorgés, voilà. Et ensuite on a continué au couteau pour séparer la tête du corps. Voilà. C'est pas être décapité, ça c'est filmé. Les ventes aux enchères des femmes chrétiennes yézidis aussi. Enfin voilà, il y a une espèce de surenchère dans la médiatisation de l'horreur qui est toute très 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 pensée, réfléchie. Les films, les clips à la gloire de Daesh. Très bien fait comme des clips hollywoodiens. Enfin, il y a quelque chose là on tient là des gens qui sont extrêmement forts, voilà, sur tout ce qui est technologie, communication, médias et qui nous battent sur notre propre terrain. On n'a pas vu venir voir l'obscurité. Dans tous les films fantastiques, c'est le royaume obscur qui va s'étendre sur les terres civilisées, les puissances du mal. L'avertissement de Bombay n'a pas été perçu comme ça. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, il n'y a pas que Bombay. Il n'y a pas eu que Bombay, il y a eu le 11 septembre, il y a eu Bombay, il y a eu Madrid, il y a eu Londres, il y a eu Bruxelles, il y a eu Mera, il y a eu
ça fait partie d'un... C'est plein de signes avant-coureurs et aujourd'hui, chaque jour, il y a quelque chose qui se passe. Il se passe à chaque jour, quoi. J'ai lu cet été un livre très intéressant écrit par un Suédois dont j'oublie à l'instant le nom, qui s'appelle Dans le jardin du diable et qui raconte l'année 33 à Berlin, vue par l'ambassadeur américain. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Et je lisais ça, j'ai terminé mon livre, et je pensais que c'était la même histoire. Il avait du mal à il ne comprenait pas. Il avait du mal à comprendre ce qui se passait. Il ne comprenait pas ce que c'était que le nazisme. Et tous les jours, il y avait quelque chose. Tous les jours, on battait à mort les SA, battaient à mort un Américain ou un Juif, etc. Et ils ont mis... Les signes avant-coureurs étaient là. Avec le recul, on voit tout. Mais quand on a le nez dessus, on ne voit pas. Voilà. Et ça m'a vraiment... Pour moi, j'ai fait un parallèle absolu entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé il y a 50 ans. Mais effectivement, ce livre, vous l'avez lu, est vraiment absolument passionnant. Ouais. Michel Fitoussi, mesdames, messieurs, c'est la dernière partie de cette conférence, est à votre disposition pour répondre aux questions que vous voudrez lui poser. On accuse souvent les différentes religions d'être à l'origine, d'être un peu l'élément moteur d'actes de terrorisme ou de fanatisme. Mais est-ce que vous ne pensez pas finalement qu'au-delà des religions, ce qu'on retrouve à travers ces actes, c'est finalement ce qu'on retrouve malheureusement depuis le début de l'humanité, c'est-à-dire le goût de l'aventure guerrière. Puisque dans l'ensemble des religions, finalement, ce qu'elles prônent, c'est un idéal de type ascétique qui repose sur la mortification individuelle, un peu le retrait de la vie séculaire, le jeûne, l'abstinence sexuelle, enfin toutes des choses qui ne sont pas forcément, et la prière également, donc autant de choses qui ne sont pas forcément très exaltantes pour des esprits exaltés. Et là, au contraire, on a un petit peu l'impression à travers les actes de terrorisme que ce ne sont pas ces aspects traditionnellement religieux, mais au contraire l'inverse, c'est-à-dire l'ultra-violence, c'est-à-dire le goût de voler, de violer et de tuer tout le monde comme on le rencontre à travers les différentes aventures guerrières, qu'elles soient motivées par la religion, motivées par des idéologies, à travers l'ensemble de l'histoire. Je crois que c'est effectivement, là on parlerait même plus... Oui, répondez, madame. Merci. S'il vous plaît, vous... Je pense que là, effectivement, on parle d'une religion, là en l'occurrence l'islam, qui est une religion dévoyée et qui n'est pas du tout ce que les musulmans... on dit les musulmans modérés, mais je dirais les musulmans, les gens normaux, quoi, les musulmans qui pratiquent leur religion et qui sont d'ailleurs extrêmement gênés, surpris et terrifiés, et en même temps, eux aussi, les victimes, entendent par religion. Là, on a affaire à effectivement... moi, j'ai fait le parallèle avec les nazis, parce qu'on a beaucoup dit que les nazis étaient beaucoup de ceux qui ont rejoint les rangs des nazis étaient des psychopathes, tout ce que la société pouvait, en tout cas en Allemagne, compter de psychopathes, de voleurs, de violeurs, de pires, etc. Là, je trouve qu'il y a à la fois ça, et puis il y a une espèce aussi il y a aussi une espèce de fonctionnement comme une secte, quoi, comme une espèce où on attire les gens, on attire les jeunes. Vous voyez bien comment on les attire sur Internet, comment on les fait rejoindre le djihad. Est-ce qu'il n'y a effectivement pas cette aspiration universelle, malheureusement, de ce goût pour la violence qui s'appelle aujourd'hui terrorisme islamique, qui s'est appelé hier nazisme, qui s'est peut-être appelé croisade au moment de la chrétienté, ou qui s'est appelé ce qu'on veut? Oui, probablement. Peut-être que c'est une constance humaine, et peut-être qu'il y a des époques de l'histoire beaucoup plus sombres que d'autres, et c'est probablement ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, bonjour. On parle beaucoup du papillon, et vous en avez parlé, je voudrais savoir votre définition. Pas de définition, je reprenais cette phrase, où est-ce que le papillon, vous savez, on parle du battement d'aile du papillon, c'est-à-dire de la succession de petits faits qui amènent précisément à ce qu'une action se passe. Est-ce que c'est la partition de l'Inde qui a amené la mort de mes amis? Est-ce que c'est le Cachemire? Est-ce que c'est la création de Lashkar-e-Taiba? Est-ce que le fait qu'ils aient vendu leur entreprise? Comment cet engrenage a commencé? Où s'est-il terminé? C'était une des questions que je me suis posée dans le livre, Le battement de l'aile du papillon.